Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite présentation sur la gestion des interdoses concernant les opioïdes. Moi, je suis le docteur Chabert, je suis médecin de l'équipe mobile de soins et santé, l'équipe mobile de soins de support, soins palliatifs. Je fais des astreintes sur l'HAD, donc j'ai sûrement eu des infirmiers libéraux déjà au téléphone. Cette conférence est enregistrée, elle pourra être réécoutée sur un lien qui est sur le site de l'HAD, sur YouTube, sur Twitter. Ce lien sera diffusé. Alors, comme on est enregistré, je vais vous demander de pas trop parler dans la salle pour l'instant et je réserve une partie à la fin où il y aura des questions. Donc, gardez vos questions pour la fin et au moment des questions, je vous demanderai de parler bien fort pour que les personnes qui regarderont la vidéo après puissent bien entendre la question et bien comprendre du coup les réponses. Donc, on démarre. D'abord, je voulais juste vous rappeler ce que c'était qu'un opioïde pour qu'on parle tous de la même chose. Les opioïdes, c'est donc tous les dérivés artificiels de la morphine, donc Skenan, Actiskenan, Durogesic, Effentora, méthadone, tout ce qu'on appelle le palier 3 des antalgiques. Donc ça, c'est des opioïdes. Habituellement, ils se prescrivent avec un traitement de fond et des interdoses. Il y a des exceptions où parfois il n'y a que des interdoses, ou parfois il n'y a qu'un traitement de fond parce que le patient ne tolère pas du tout les interdoses. Mais là, je vais faire des généralités. Et après, si vous avez des situations en particulier dans la tête et avec des questions, n'hésitez pas à les poser. Dans les traitements de fond, on a des formes orales, Skenan, Moscontin, Oxycontin, le durogésique, les formes orales, et puis on a les formes cutanées comme le durogésique. Et puis on a dans les interdoses des formes orales aussi, l'actiskénan, l'oxynorme, des formes buccales, donc gingivales par exemple, comme l'Effentora, ou bien nasales comme l'instanil. Donc, il y a des formes différentes, et puis j'ai pas dit, mais il y a aussi les traitements IV dans les interdoses. Là, on va parler surtout des formes des interdoses PEROS, mais c'est à peu près applicable pour les interdoses IV ou sous-cutanées, les interdoses injectables. Pour comprendre un peu comment on peut les donner et comment vous allez pouvoir les administrer, il faut qu'on reprenne un petit peu les formes, les délais d'action et les durées d'action. Comme ça, vous comprendrez bien pourquoi, comment vous pouvez les donner à vos patients. Je dis ça parce que parfois, sur les ordonnances, c'est pas très clair. Il y a juste la dose maximum écrite, ou alors c'est écrit toutes les 4 heures, toutes les 6 heures, 4 par jour, 6 par jour. C'est pas toujours très clair de savoir comment donner ces interdoses. Donc, si vous savez comment ça se donne et pourquoi, franchement, ça sera beaucoup plus bénéfique pour les patients. Donc, commençons par les formes orales classiques données en interdose habituelle comme l'actiskénan ou l'oxynorme. C'est les choses les plus fréquentes données. Donc, c'est des médicaments qui vont mettre à peu près par la bouche, donc 1 heure à être efficaces, à avoir leur maximum d'action. D'accord? Ils vont commencer à être efficaces au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, et le maximum d'action au bout d'1 heure. Et puis, ils vont s'éliminer ensuite progressivement, et on considère qu'au bout de 4 heures, 6 heures, ils sont éliminés. D'accord? Donc, ce médicament-là, il est généralement prescrit 4 ou 6 par jour. C'est pour que la pharmacie elle sache combien il faut délivrer. Mais comment vous pouvez les donner aux patients? En fait, puisqu'on a un pic d'action maximum au bout d'1 heure, ça veut dire qu'au bout d'1 heure, si le patient n'est pas soulagé, vous pouvez en redonner un. D'accord? Vous ne risquez pas de surdosage. Si vous donnez avant 1 heure, l'effet maximum n'est pas atteint, et du coup, là, vous risquez un surdosage parce que vous allez redonner quelque chose plus l'effet du premier. Là, vous risquez un vrai surdosage. Si vous attendez l'effet maximum au bout d'1 heure, vous pouvez en redonner un deuxième. Ce qui est important à savoir, donc il faut respecter ces 7 heures vraiment minimum entre 2 prises. Ce qui est important à savoir, c'est qu'effectivement, si vous en donnez 4 à 6 par jour,
c'est probablement que le traitement de fond n'est pas bien équilibré, donc il faut prévenir le médecin. Mais ce n'est pas une contre-indication absolue. Souvent, on dit, là, pour cette nuit, il peut en reprendre un petit peu. Il y a l'astreinte, de toute façon, on passe un petit coup de téléphone au médecin d'astreinte, j'en ai déjà donné 6, est-ce que je peux en redonner? Il n'y a aucun problème. D'accord? Il n'y a pas de contre-indication. C'est pas comme le paracétamol, vous en donnez plus que 4 par jour, il y a un effet au niveau hépatique vraiment dangereux. Là, c'est juste un effet maximum, ça veut dire que votre traitement de fond, il n'est pas bien équilibré. Vous êtes obligé de donner beaucoup d'interdoses. Donc ça, c'est la forme actiskénan oxynorme classique. Après, les interdoses, il y a un deuxième type d'interdose qui se donne dans ce qu'on appelle les accès douloureux paroxystiques. Là, on voit que ces interdoses, elles mettent 1 heure à agir. Donc, le patient qui a des douleurs très, très vives, mais qui vont durer une demi-heure, en fait, avec votre actiskénan, ça va servir à rien. Donc, dans ces accès douloureux paroxystiques, c'est un terme très défini avec une douleur qui est courte et intense. On va prescrire plutôt des formes d'action beaucoup plus rapides qui sont plutôt à base de fentanyl, donc plutôt comme l'instanil, le pecfent dans le nez ou bien l'abstral, l'effentora au niveau de la bouche et de la gencive. Ça, c'est des médicaments qui vont mettre à peu près, je vous fais des généralités, hein, c'est des chiffres à peu près à retenir, mais pour avoir un ordre d'idée. Ils vont mettre à peu près 10 minutes à avoir leur pic d'action. 10-15 minutes, on va dire. Donc, ce qui veut dire qu'au bout de 15 minutes, voire une demi-heure maximum, vous pouvez en redonner un. Vous avez le maximum de l'action. Et puis, ils vont s'éliminer en 2 heures, 3 heures maximum. D'accord? Donc, ces accès douloureux paroxystiques, ils ont l'AMM pour que 4 par jour. Alors, c'est vrai que parfois, on est obligé d'en donner un peu plus parce que ça va durer que 2-3 heures. Donc, s'il en a beaucoup des accès douloureux paroxystiques, on est un petit peu coincé. Mais, donc, c'est généralement prescrit que 4 par jour. Mais du coup, c'est important pour vous de savoir qu'au bout de 30 minutes, vous pouvez en redonner un. Donc, le plus efficace, le plus rapide, c'est vraiment par le nez. Instanil, pecfent, c'est des sortes de sprays par le nez, avec un effet qu'on va limiter un petit peu pour des patients jeunes ou des patients douloureux chroniques parce qu'il y a un effet de dépendance qui peut s'installer avec ces médicaments-là parce qu'il y a un effet flash très important avec une sensation de bien-être en fait que le patient va ressentir très rapidement. Donc, avec un risque de dépendance important. Ça aussi, ça peut être à surveiller si vous voyez que les patients, ils ont tendance à appuyer, mais je me sens bien que quand j'appuie, c'est peut-être qu'on a créé une dépendance et c'est à signaler. Donc, l'autre système, c'est l'abstral. Donc, l'abstral, il se met en sublingual. L'effentora, il se met contre la gencive. C'est des absorptions qui sont un petit peu différentes, mais qui vont être très rapides avec un petit peu moins d'effet flash que dans le nez. Voilà. Donc, quand vous comprenez comment ça agit, pas de problème du coup pour en donner à vos patients. Une petite particularité pour les patients insuffisants rénaux qui, eux, vont accumuler la morphine. Donc, eux, va être prescrit probablement moins d'interdoses dans la journée. Voilà. De toute façon, vous suivez la prescription. Et puis, normalement, si vous en donnez un, le patient va être soulagé beaucoup plus longtemps. Donc, l'interdose la suivante elle va être demandée beaucoup plus longtemps parce que sa morphine, elle va continuer à agir en fait plus longtemps. Il ne va pas l'éliminer. Voilà. Et puis, donc, les effets secondaires et la surveillance. Bon, les effets secondaires, c'est les effets secondaires de tout opioïde. Hein. Vous devez avoir un peu l'habitude. C'est vrai que les patients en HAD, il y a beaucoup qui ont des paliers 3. Donc, au niveau de la surveillance, est-ce que vous voulez me dire ce que vous surveillez? Et puis, je pense qu'on va tout couvrir. Vous allez tout me dire sans avoir besoin de moi. Parlez bien fort, du coup, pour que tout le monde puisse. Le transit, voilà. Donc ça, le transit, c'est un effet secondaire habituel de tous les opioïdes. Encore plus ceux qui se prennent par la bouche, un peu moins en cutané et en intraveineux, mais tous, problème de transit, donc vraiment les selles à surveiller, à noter, éventuellement même à donner laxatif en systématique, quitte à adapter s'il y a des problèmes de diarrhée. Mais vraiment, le transit, c'est quelque chose de très important, effectivement. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on surveille d'autre pour un patient qui est sous opioïde? La fonction respi. La fonction respi. Alors, très important, effectivement. Ça, c'est un marqueur. Ça va être un marqueur surtout de surdosage. Alors, qu'est-ce qu'on surveille dans la fonction respiratoire? Là, souvent,
il y a une méconnaissance des effets de la morphine et de l'effet secondaire. La morphine, en fait, on l'utilise parfois d'ailleurs dans ce cadre-là pour baisser la fréquence respiratoire. C'est-à-dire pour un patient qui est polypnéique, qui est très gêné pour respirer, qui va respirer très vite, on va donner de la morphine pour que les muscles, en fait, soient ralentis, que la respiration soit ralentie et que le patient, lui, n'ait pas l'impression d'étouffer. Parce que ce qui lui donne l'impression d'étouffer, c'est cette respiration qui va être très accélérée. Si on lui crée artificiellement avec la morphine une respiration normale, il ne va pas du tout avoir l'impression d'étouffer. Par contre, l'oxygène dans le sang va baisser parce que on compense en fait, en respirant vite, on compense pour augmenter l'oxygène, pour l'amener à un seuil normal. Donc si on donne de la morphine, on baisse l'oxygène. Généralement, quand c'est donné à toute petite dose, c'est donné pour des patients qui sont en fin de vie, où l'important est le confort, et tant pis si l'oxygène baisse. L'important, c'est vraiment la gêne du patient. Donc, pour un patient qui est traité par morphine pour la douleur, on peut surveiller la fréquence respiratoire. C'est très intéressant parce que ça va être un signe très important et très vrai de surdosage. La fréquence respiratoire, vous savez à peu près à combien elle est, la fréquence respiratoire chez un adulte. Chez l'enfant, c'est pas la même, hein, mais chez un adulte. Vous avez un ordre d'idée? 12. Alors, 12, c'est la limite basse. On va dire que normalement, on est entre 15 et 25. Donc, entre 15 et 25, le patient, il respire bien, tout va bien, pas de signe de surdosage. Par contre, en dessous de 15, et notamment en dessous de 12, il y a possiblement un effet de surdosage. Il y a d'autres choses qui peuvent baisser la fréquence respiratoire. Mais pour un patient avec des opioïdes, c'est quand même la première chose à laquelle il faut penser. Donc, combien il a pris d'interdose? Est-ce qu'il en a pris plus que d'habitude? Est-ce qu'il y a un problème au niveau de la PCA? Est-ce que je me suis trompée sur les doses à administrer? C'est vraiment les premières choses à se poser comme question quand on a une fréquence respiratoire basse. Un patient qui a une fréquence respiratoire basse ne le sent pas. Il va parler, même avec 3, 4 de fréquence respi par minute, il est tout à fait capable de parler, d'être conscient. Il ne va absolument pas le sentir. Par contre, il est à 2 doigts de faire un arrêt respiratoire. Donc, fréquence respiratoire à surveiller. Le patient ne passe pas de 20 de fréquence respi à 5 en 1 heure. C'est probablement un surdosage progressif. Donc, si vous le surveillez très régulièrement, 1 fois par jour, voire même 2 fois par jour, vous le prenez sur 30 secondes. Si vous la surveillez régulièrement, on évite vraiment tout risque de faire un surdosage majeur. D'accord? Le risque aussi, c'est par exemple une insuffisance rénale qui s'installe, le patient cumule sa morphine, vous avez tout bien donné comme il faut, mais il fait un surdosage. Le médecin, ça va être sa première pensée quand vous allez lui parler de cette fréquence respi qui est basse. Donc vraiment, ça ne sert à rien de demander à un patient s'il est gêné pour respirer pour savoir s'il fait un surdosage. Il ne va jamais être gêné pour respirer, même avec une fréquence respi de 3. Donc vraiment, regardez la fréquence respi. Vous allez le voir très rapidement que le patient, il a une fréquence respi normale, ou alors, tiens, il fait des pauses. Ça m'est arrivé de me rendre compte, après 20 minutes d'entretien, que le patient faisait des pauses respiratoires. On ne s'en rend pas forcément compte. Donc vraiment, c'est un signe à surveiller, et encore plus avec des patients avec une PCA, avec des traitements injectables et des doses importantes. Vraiment, la fréquence respi, c'est quelque chose à surveiller à chaque fois. Moi, je casse un peu les oreilles des infirmières quand je suis d'astreinte et qu'on m'appelle, le patient en opioïde, il est un peu confus, il est un peu ci, il est un peu ça. Oui, mais sa fréquence respi, elle a combien? Je sais pas. Et ce matin, je sais pas. Et hier, je sais pas. Donc, vraiment, prenez cette fréquence respiratoire régulièrement. C'est vraiment important. C'est noté dans la feuille de surveillance. Quand il y a une PCA, ça n'est pas forcément noté sur la feuille habituelle des constantes quand le patient il a juste des traitements péros, mais notez-le, on aura une base, on sera tranquille, vraiment, c'est une sécurité. Donc, on a dit le transit, on a dit la fréquence respi. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on peut surveiller? La rétention d'urine. La rétention d'aigus d'urine, c'est un peu comme le transit, hein, ça va avec, particulièrement chez les hommes âgés qui ont déjà un petit problème de prostate sous-jacent. On monte la morphine, voilà, il fait une rétention aiguë d'urine. Donc, douleur abdos, ça doit faire penser à ça. Comment il urine? Est-ce qu'il urine normalement? Est-ce qu'il urine moins? Est-ce qu'il a des difficultés pour uriner? Posez les questions.
Ça, c'est aussi important, effectivement. Quoi d'autre? L'état de conscience, oui. Bon signe de surdosage aussi. La somnolence qui s'installe petit à petit, notamment après les prises d'interdose. Les interdoses ont une action qui va être comme ça. Les traitements de fond ont une action qui va être comme ça. Donc, on va mettre un patch, on va donner un Skénan ou un Moscontin. On aura peu de somnolence juste après. Par contre, on donne un Actiskénan, on a un pic d'effet. Du coup, on aura un pic possible de somnolence aussi derrière. Donc, demandez à la famille et ça va, il n'est pas trop somnolent quand il prend ses interdoses. Voilà. Ce qui va un peu avec l'état de conscience et les troubles de vigilance, c'est la confusion. D'accord? Chez les patients âgés, tous les opioïdes peuvent être responsables de confusion, d'hallucinations visuelles surtout. C'est des hallucinations qui sont plutôt à type de petites choses qui bougent, des petites fourmis qui descendent. Il y a tout type d'hallucinations, mais c'est plutôt ce type-là. Et puis la confusion, le patient qui ne sait plus où il est, qui ne reconnaît plus sa famille. Voilà, ça, la famille, elle saura vous dire, oui, là, depuis hier, il est un peu perdu. Pensez bien à l'effet de la morphine. Si vous avez un doute, s'il y a des choses, n'hésitez pas, vous le signalez au médecin, vous appelez, et après, le médecin décidera si on continue, si on continue pas. Tout est une question balance bénéfice-risque. Il y a des patients qui ont encore beaucoup d'activité, un tout petit peu de problème de concentration, un petit peu perdu, et on va être très gêné, on va essayer de changer d'opioïde ou de diminuer les doses. Par contre, un patient qui va être en fin de vie, s'il est un peu plus somnolent, bah, c'est pas grave parce qu'il va être moins anxieux et finalement, ça va pas être très gênant. Donc, on n'adaptera pas forcément les doses. Mais n'hésitez pas, si vous avez un doute, à le signaler. Et voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur les effets secondaires et la surveillance? Les myoclonies. Alors, les myoclonies, oui, très bien. Les myoclonies, c'est aussi potentiellement un effet, un signe de surdosage ou de mauvaise tolérance. Donc, la myoclonie, c'est des sursauts musculaires. Tout le monde en a déjà eu au moment de s'endormir. Hein, il y a un muscle qui se contracte comme ça qu'on ne contrôle pas. Là, c'est pareil. Les patients, généralement, essayent de se contrôler. Donc, ils vont se tenir les mains. Mais en fait, vous voyez que la main, elle saute comme ça de temps en temps. Juste de poser votre main sur le bras, sur la jambe des patients, en fait, vous allez sentir s'il y a des myoclonies. Puis le patient, il comprend pas. En fait, il va pas du tout relier ça aux médicaments. Il va pas comprendre. Il a l'impression qu'il tremble, qu'il sursaute. Du coup, ça, c'est vraiment lié à la morphine. C'est vraiment typique, enfin aux opioïdes. Et là aussi, il faut qu'on diminue les doses ou bien qu'on fasse une rotation, qu'on change de médicaments pour avoir moins d'effets secondaires. Tous ces effets secondaires, c'est à noter dans le dossier. Même si vous avez un doute, votre collègue, elle repasse le soir, qu'elle sache qu'il y avait déjà quelque chose. Elle va faire particulièrement attention et elle va dire s'il y en a plus. Pour les IDEC qui font des évaluations par téléphone, soit auprès des familles, soit auprès des IDEL, c'est aussi des éléments à rechercher, ces symptômes-là. C'est vraiment important. Ça peut passer à l'as parce que c'est un traitement qu'il a depuis longtemps, parce que c'est la famille qui le donne et pas les infirmières libérales, et du coup, les infirmières libérales n'y ont pas pensé. Donc, vous savez qu'il y a un palier 3, pensez à ces effets secondaires-là. Quelle est la tolérance? Une petite fréquence respi? Ah oui, ça serait bien de la prendre. On rappelle qu'il faut la prendre. On s'en fiche de la saturation pour un patient qui est sous opioïde. Hein. Moi, je ne veux pas la saturation, je veux la fréquence respi. Voilà, le transit, les urines, la confusion, la somnolence, les myoclonies. Vous avez fait la majorité là, des effets secondaires et de la surveillance. Ça ne demande pas forcément beaucoup en temps, en fait. Il faut juste essayer de ne pas les oublier. Je dis ça, par exemple, quand on a une PCA, sortir son saturomètre, prendre une saturation, c'est plus long ou aussi long que de prendre une fréquence respi sur 20 ou 30 secondes. Donc voilà, n'hésitez pas à prendre la fréquence respi, c'est pas si long que ça. Vous allez vite vous habituer, il faut juste avoir un chrono, mais sur notre téléphone, on a tout ce qu'il faut. Voilà, j'ai fait l'essentiel. Est-ce que vous avez des questions? Sur la surveillance de la fréquence respi, justement, quand elle est bien faite régulièrement,
tu considères qu'il faut alerter le médecin, même si on reste dans les normes, à partir de quelle diminution? Enfin, tu vois, si on perd 2 points, si on perd 3 points, si on perd. Enfin, En fait, si le patient il est très élevé, par exemple, s'il est à 30, vous allez appeler le médecin parce qu'il est polypnéique et qu'il n'est pas confortable. Donc, ça va être la recherche des traitements, ça va être pour baisser la fréquence respi. Donc, en fait, vous allez l'informer pour lui dire, vous allez le noter de toute façon, dire que là, on est repassé dans la norme. On peut passer de 25 à 15 sans problème. C'est vous, il n'y a pas besoin forcément de prévenir. Mais par contre, vous allez vous dire là, on est dans la norme basse. Donc attention, si ça continue à baisser, j'appelle. Donc, et attention, bien surveiller pour ma collègue du lendemain. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou des exemples de patients où vous ne saviez pas ce qu'il fallait donner ou... Les prescriptions sont souvent mal faites. Je me permets de le redire. C'est souvent redonné toutes les 4 heures parce que c'est les logiciels qui sont faits comme ça à l'hôpital. Donc, on met toutes les 4 heures. Oui, OK, toutes les 4 heures. Mais vous pouvez donner un peu plus souvent. On a dit toutes les heures, c'est possible. Par contre, si on dépasse 4 ou 6 par jour, on appelle le médecin. et même si l'infirmière, elle donne 6 fois de suite toutes les heures, enfin, toutes les heures, c'est nous, on dit au-delà de 3 fois, il faut nous appeler. Bah oui, parce qu'au-delà de 3 fois, s'il est toujours pas soulagé, le patient, ça fait déjà 3 heures qu'il a mal. Donc, effectivement, on peut appeler le médecin, savoir ce qu'on va faire. En pratique, il n'y a pas de danger. Si le patient il est toujours très douloureux, à donner 6 interdoses de suite, d'accord, à 1 heure d'intervalle. Il n'y a pas de danger. Mais laisser un patient avoir très mal pendant 6 heures, ça fait très long quand même. Surtout que généralement, l'infirmière libérale, elle ne repasse pas toutes les heures. Donc, la famille, elle repousse un peu. Donc, ça fait toutes les heures et demie. Et finalement, ça fait très long. Le patient, il a eu mal toute la journée. Donc, effectivement, je pense qu'au bout de 2-3 interdoses, si le patient il a encore mal, il faut appeler. De le redire. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis vraiment vous redire que ce maximum qui est donné, c'est pas un maximum absolu à dépasser sous aucun prétexte comme pour le Doliprane. On peut imaginer que le Doliprane, les patients pensent que c'est un truc pas fort, allez hop, je m'en prends un 5e, un 6e. C'est beaucoup plus embêtant que de prendre un 5e ou un 6e actiskénan. Il y a beaucoup moins d'effets secondaires. Le risque des effets secondaires, on en a parlé, c'est la baisse de la fréquence respi, c'est la somnolence. Si vous n'en avez pas après 4, vous pouvez donner un 5e sans problème, quoi. Peu de risque. Dans la surveillance, ce que j'ai pas noté, et ce qui est quand même très important à noter, c'est le nombre par jour. Pour les infirmières libérales, chaque fois qu'elles passent, combien a été donné par la famille, et puis l'efficacité. Parce que de savoir qu'il y en a 2 qui ont été donnés par la famille ou 4, mais on ne sait pas si ça a été efficace ou pas, ça ne va pas être d'une grande aide. Donc dire, est-ce que derrière, il a été soulagé? Voilà. Les infirmières, vous faites une échelle numérique généralement entre 0 et 10, ou des échelles simplifiées, ou des algo plus, un peu en fonction des patients, pour donner ces interdoses. Vous le faites avant. Généralement, vous donnez les médicaments puis vous partez. Donc, on n'a pas forcément la réévaluation. Donc, bien penser à demander à la famille, est-ce que ça a été efficace? Complètement, pas complètement. Voilà. C'est bien aussi de le noter. C'est plus facile en EHPAD quand il y a des soignants qui sont là, on leur demande de repasser une demi-heure après et puis de noter l'efficacité. Juste un petit rappel sur les opioïdes pour pas que vous puissiez rappeler ça aux familles qui parfois ont du mal à donner les interdoses avec le risque de dépendance. En disant, non, mais moi, je veux pas être dépendant, ou bien je veux pas qu'il soit dépendant, c'est de la morphine, non, j'en donne pas, je donne d'abord du Doliprane, et puis si vraiment, au bout du 3e Doliprane, il a mal, je vois. La morphine, tant qu'on a mal, il n'y a pas de dépendance. La dépendance commence à se créer quand on en prend alors qu'on n'a pas mal. Donc, quand, par exemple, on a eu des séances de radiothérapie, la douleur diminue rapidement, puis qu'on continue à en prendre. Ou bien que les patients commencent à en prendre parce qu'ils sont un peu anxieux, parce qu'ils se sentent pas très bien, mais c'est pas de la douleur. Et que là, ils en prennent parce qu'ils se sentent beaucoup mieux avec. Là, il y a un risque de dépendance. C'est là qu'on crée la dépendance.
Un patient, s'il a mal, qu'il ait 25 de durogésique ou 400, il n'y a pas de risque de dépendance. On arrête les douleurs en enlevant post-chirurgie ou post-radiothérapie. On diminue très rapidement la morphine. En 3 jours, on diminue et il n'y a aucun risque de dépendance. Donc, rappelez ça aux familles. Vraiment, la morphine, il n'y a pas de dépendance si on le donne quand il y a mal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, je vais vous faire un petit exemple. Donc, Madame A, une dame qui a un cancer du pancréas, qui est sous durogésique 50, donc en patch, et qui a des interdoses d'Actiskénan 10 qui sont prescrits à la sortie de l'hôpital à donner toutes les 4 heures. Donc, vous passez habituellement à 10 heures du matin. La dame a très mal. Du coup, elle veut avoir quelque chose avant la toilette parce que quand vous allez la bouger, ça va lui faire mal. Qu'est-ce que vous lui donnez? Qu'est-ce que vous en pensez? Rien? Vous lui donnez rien? Anticiper la prise d'Actiskénan. Donc, vous pouvez lui donner l'Actiskénan, voilà. Donc, elle va le prendre par la bouche et puis vous lui faites la toilette juste après. Voilà. Donc là, c'est là où votre médicament, il va commencer à agir au bout de combien de temps? Voilà, 30 minutes, maximum au bout d'1 heure. Donc, soit vous arrivez à temporiser, vous avez d'autres choses à faire chez elle que la toilette et vous faites d'abord les injections, les antibiotiques, je ne sais quoi. Soit éventuellement, vous lui faites donner un Actiskénan et vous repassez 2 heures après. Mais ça sert à rien de lui donner l'Actiskénan et de faire la toilette dans la foulée, en fait. Votre Actiskénan, il n'aura pas eu le temps d'agir. Bon, après, des fois, on est coincé, hein, donc faites la toilette et puis le lendemain, on essaye de mieux prévoir et vous demandez à la famille de donner l'Actiskénan 1 heure avant votre passage. Le maximum, il est à 1 heure et ça commence à baisser au bout de 3-4 heures. Donc, si vous passez au bout d'1 heure et demie, au bout de 2 heures, c'est pas grave. S'il y a un petit décalage, l'important, c'est voilà, 1 demi-heure, 1 heure avant que vous commenciez à faire vos soins. Donc, vous donnez un Actiskénan, vous repassez 2 heures après, vous revenez, elle a toujours mal. Qu'on fait? Voilà, on peut redonner un Actiskénan, très bien. En ayant fait quoi, quand même? Voilà, donc vous avez surveillé tous les effets secondaires dont on a parlé, hein, notamment la confusion, la somnolence, et voilà. Elle a mal, mais elle est réveillée, elle a mal, mais elle respire, et elle a mal et elle sait quel jour on est si elle le savait déjà au préalable. Sinon, bah, vous allez être un peu coincé avec vos interdoses et on ne peut pas trop ordonner, il faut appeler le médecin. OK. Une chose aussi, c'est le Doliprane. Pensez bien associer palier 3, palier 1, ça marche très bien ensemble, ça potentialise l'effet de la morphine avec moins d'effets secondaires. Donc, donnez du Doliprane si c'est prescrit à la demande. OK. Maintenant, on va donner un autre exemple. Monsieur B, qui a un cancer du poumon avec des métastases osseuses, qui est douloureux et qui, du coup, chaque fois il n'a pas du tout mal quand il ne se mobilise pas, mais chaque fois qu'il va se mobiliser, c'est extrêmement douloureux. Donc, le médecin l'a mis sous Pecfent. Pecfent, c'est dans le nez. D'accord? Il est sous Skénan, 60 matin et soir. Et puis, il a son Pecfent. Donc là, c'est des dosages, c'est 50 à 400. Les doses de Pecfent sont indépendantes de la dose de morphine par ailleurs. Donc il est sous Pecfent 200. Là, vous devez, quand vous allez chez lui, il va partir pour sa séance de radiothérapie. Donc, il va être mobilisé par les ambulanciers. Il appréhende. Qu'est-ce que vous pouvez lui proposer? 10 minutes avant de faire son Pecfent, très bien. On peut même faire une demi-heure avant pour être un peu plus sûr d'avoir son effet. Ça va quand même agir 1 à 2 heures. L'important, c'est d'avoir atteint le pic d'efficacité quand il va y avoir la mobilisation. Donc, effectivement, une demi-heure avant, on lui dit vous pouvez faire votre Pecfent.
Là encore, on peut associer avec du Doliprane, d'accord? Donc, du Doliprane 1 heure avant, le Pecfent une demi-heure avant, et ça se passera mieux. Et il part avec son Pecfent et il peut en refaire au retour de la radiothérapie, par exemple, s'il est resté longtemps sur la table ou à attendre les ambulanciers, ce qui arrive parfois. Très bien. Vous comprenez du coup, ça vous semble un peu plus clair du coup ces interdoses, les délais, les durées d'action? Sur l'injectable, du coup, le délai. Alors, sur l'injectable, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. L'injectable, quel que soit le produit, et c'est à peu près la même chose. Donc, on va avoir un début d'action à 10-15 minutes et avec un maximum à 30 minutes. Donc, c'est finalement un peu pareil que l'Instanil ou le Pecfent au niveau de la rapidité d'efficacité. Une injection de morphine va être à peu près aussi efficace que s'il fait un truc dans le nez, un bolus dans le nez. Là aussi, du coup, attendez un peu avant de refaire un deuxième bolus. Bon, après, souvent les bolus sont faits avec la PCA, donc vous avez une période réfractaire qui a été mise justement en fonction de ça. La période réfractaire, elle va être en sous-cutané. Ah oui, j'ai parlé de l'injectable, on a parlé là, c'est de l'intraveineux. En sous-cutané, ça met un peu plus longtemps, c'est plutôt un peu comme le Péros. C'est-à-dire que ça va commencer à agir au bout d'une demi-heure et avoir son pic d'efficacité au bout d'1 heure en sous-cutané. Donc, ne refaites pas un deuxième bolus 20 minutes après s'il a encore mal, en fait. Attendez un peu plus s'il est en sous-cutané. Que ce soit de la morphine, que ce soit de l'oxynorme, c'est les mêmes délais d'action. D'accord? Donc, en sous-cutané, c'est à peu près la même chose que le Péros. En intraveineux, c'est plutôt comme l'intranasal. Voilà. Ça vous donne un ordre d'idée pour savoir à peu près dans quel délai vous pouvez refaire des bolus, dans quel délai vous pouvez évaluer l'efficacité et rappeler le médecin. Dans le cas de moindre doute, hein, vous rappelez le médecin et il vous dit attendez un peu, là vous l'avez fait à quelle heure? Notez les heures, on ne se rend jamais compte du temps qui passe, on a l'impression qu'on vient de le faire et puis il y a déjà 20 minutes de passé ou l'inverse. Quand on a mal, le temps passe très lentement. En fait, il l'a eu il y a 5 minutes, donc il faut attendre un petit peu. Souvent c'est encadré les injectables. Vous avez avec la PCA, vous avez la période réfractaire, donc vous pouvez pas, le patient ne peut pas s'injecter des bolus à dose trop rapprochée. Il peut toujours appuyer, vous pouvez toujours appuyer, il n'aura pas sa dose. Voilà. D'autres questions? Non? Bon, on a fait le tour, donc vous pouvez réécouter cette présentation sur Internet. Vous pouvez aussi le diffuser aux infirmières libérales si vous sentez qu'il y en a qui ont des questions, quand vous posez des PCA, quand vous avez des collègues qui sont moins bien formés ou des gens qui arrivent dans un cabinet, ils peuvent regarder ça et ça sera toujours un bon point de départ. Le médecin d'astreinte est là pour répondre si vous avez des questions dans tous les cas. Voilà. Les patients sous patch, c'est mettre la température. Les patients sous patch, effectivement, donc là c'est le traitement de fond. Le patch va délivrer plus quand ils ont de la température ou s'ils se mettent au soleil. En fait, quand la température de la peau est plus chaude, il y a une augmentation du passage cutané. Donc le patient peut être vraiment en surdosage. Donc s'il a de la température, pensez bien à demander s'il faut enlever le patch au médecin. Il y a des patients qui en sont en toute fin de vie. On ne va pas prendre le risque qu'ils soient douloureux. Ils ont des petites doses. On va leur laisser leur patch. Il y a des patients qui sont dans un autre cadre. Effectivement, ça va être bien judicieux d'enlever le patch. Donc, c'est valable aussi pour les patients qui sont toujours alités sur le dos, par exemple, et qui ont un patch collé dans le dos. En fait, s'il fait chaud dans la pièce, la température de la peau va être plus chaude. Les bains chauds aussi. En fait, tout ce qui va augmenter la température de la peau, ça peut augmenter le passage. Voilà. C'est à y penser quand il y a des signes de surdosage avec un durogésique. Tiens, mais vous n'êtes pas mis au soleil? Ah, mais si, j'ai pris le soleil, je me suis mis à l'extérieur, j'avais mon patch là. Voilà. Bon, du coup, c'est vous, quand vous collez le patch, pensez-y. Vous pouvez le coller n'importe où, en fait. Hein. Ça peut se coller sur les cuisses, ça peut se coller. Alors, c'est vrai qu'après, avec la transpiration, il y a des zones où c'est un petit peu plus compliqué.
Mais les épaules, l'arrière, juste au-dessus des épaules, dans le dos, sur le ventre, il n'y a aucun problème. Mais la durée d'action pour qu'il soit efficace, elle est longue. Alors, pour le patch, voilà, là, on n'est pas dans les interdoses. Pour le patch, on va avoir une mise en action qui va être de 12 heures. Donc, on colle le patch à 8 heures du matin. En fait, toute la journée, on considère que toute la journée, il ne va pas avoir de traitement de fond. Donc, il peut continuer à prendre des interdoses un peu plus souvent, puisqu'on sait que seulement à 20 heures, il va avoir l'efficacité de son patch. Ça marche dans l'autre sens. On l'enlève à 8 heures du matin. En fait, il va continuer à avoir de la morphine, du fentanyl dans son corps jusqu'à 20 heures le soir. Donc, s'il était très confus et qu'on a enlevé le patch, ça va mettre du temps à s'éliminer parce qu'en fait, il continue à en absorber. Voilà. C'est aussi important à savoir quand on passe du patch à l'intraveineux, il faut en tenir compte. Mais là, c'est le médecin qui va y penser. Mais vous, quand vous faites les changements de patch à la maison, on fait une augmentation, par exemple, parce que vous avez dit qu'il y avait beaucoup d'interdoses, du coup, le médecin fait une augmentation. En fait, ça va être efficace que 12 heures après. Normalement, le patch de fentanyl, l'indication du patch de fentanyl, c'est les douleurs équilibrées. Donc, les douleurs très déséquilibrées, le patch de fentanyl, on court toujours après. Parce que le temps que ça se mette en place, que ça soit, c'est vraiment compliqué. Donc, c'est pratique parce que le patient n'a pas avalé. Donc, chez les patients qui ont du mal à avaler, on l'utilise quand même. Mais c'est pas une très bonne indication. Quand le patient a des douleurs très intenses, on voit qu'il y a une augmentation très rapide. Mais bon, c'est pas vous qui décidez. Le patch, il est mis. Voilà. Mais faut expliquer à la famille qu'il va mettre du temps à agir. Voilà. On n'a pas parlé de la méthadone. C'est une situation quand même particulière. La méthadone, elle est donnée dans 2 indications, la douleur et puis la substitution d'une toxicomanie injectable. Dans la toxicomanie, dans la substitution de toxicomanie, le patient il prend de la méthadone 1 ou 2 fois par jour et pas d'interdose. Il les prend systématiques. Dans la gestion de la douleur, il y a généralement une prise matin et soir et en plus des interdoses. Le délai d'action, tout ça, c'est plus compliqué, c'est plus difficile à savoir. Donc, il faut bien suivre les prescriptions pour la méthadone. C'est souvent les patients sortent d'un centre de la douleur. Donc, le patient a été bien évalué. Donc, bien suivre les consignes et les consignes de prise de la méthadone. Les mêmes effets secondaires. Transit, urine, somnolence, fréquence respi. Pareil pour la méthadone. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour sur les opioïdes. Je vous remercie tous d'être venus en vrai aujourd'hui et tous ceux qui suivent aussi en ligne. Et voilà, c'était dans le cadre du CLUT qu'on a fait cette formation. Il y aura probablement d'autres formations qui suivront. Voilà, on vous tiendra au courant. Merci beaucoup.